Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean et animateur de la chaîne studiosaintjean.tv sur YouTube. Aujourd'hui, c'est une entrevue un peu spéciale parce que c'est une entrevue, appelons-la notre première entrevue personnalité. Vous allez comprendre pourquoi c'est l'entrevue personnalité, parce qu'on va avoir toutes sortes d'entrevues, mais celle-là, c'est personnalité parce que c'est avec la personne à qui j'ai remis aujourd'hui la médaille de l'Assemblée nationale. Je vous présente M. Denis Perrier. Bonjour. Bonjour, M. Perrier. On va jouer un jeu, si vous le voulez bien. Au lieu d'expliquer ce que c'est que cette médaille, je vais vous demander, vous, de m'expliquer ce que vous avez reçu aujourd'hui et comment ça s'est passé. Aujourd'hui, j'ai reçu la médaille de l'Assemblée nationale. J'en étais très fier. C'est la première fois de ma vie que j'ai un honneur au niveau provincial. Puis j'accepte avec la plus grande humilité. Quand je suis arrivé ici à votre bureau, premièrement, j'étais très surpris parce que quand la porte s'est ouverte, j'ai été accueilli par le directeur du service de police, M. Fortier, M. Dubois, je crois, directeur du service d'incendie, vous-même, naturellement, M. Lemieux, aussi Mme Jourdain, d'Émo Québec, M. Charbonneau, Jean-Pierre Charbonneau, qui a fait des choses incroyables au Québec. Aussi M. Etu, le commandant, le colonel du 6e bataillon Royal 22e régiment. Annie Marette, naturellement, qui travaille avec vous au bureau, qui a travaillé très fort. Puis mon père, ma blonde. Très bel accueil. Il y avait une raison pour laquelle chacune de ces personnes-là était là. Et c'est comme ça qu'on va passer au travers les raisons pour lesquelles j'ai décidé de vous octroyer cette médaille de l'Assemblée nationale, qui est essentiellement une reconnaissance qui trouve sa force et son importance dans sa rareté. Il n'y en a pas tant que ça. Mais ce n'est pas un ordre, c'est une médaille que chaque député peut remettre à la personne de son choix au moment où il le désire. Mais c'est assez rare. Je n'ai pas de statistiques officielles, mais c'est assez rare. Sauf que quand j'ai salué votre blonde, quand elle est partie, elle avait la médaille dans les mains, puis je l'ai regardée, puis elle m'a dit, ouais, elle dit, je vais aller la mettre avec les autres. J'ai fait, ouais, il y en a beaucoup d'autres des médailles, hein. Elle a dit, oui, il y en a un méchant paquet de médailles, mon chum. Mais j'ai dit, celle-là est importante? Elle a dit, oui, oui, très importante. Vous venez de me dire que c'est la première distinction québécoise que vous avez, mais vous avez déjà des médailles de toutes sortes d'affaires, de partout, des médailles importantes là, pour les militaires, des médailles qui font toute la différence dans la vie d'un militaire. Pourquoi celle-là de l'Assemblée nationale? Puis ce que je vous demande, c'est pas des remerciements, c'est votre vision de ça qui est importante pour moi. C'est-tu quelque chose comme nul n'est prophète en son pays, dans le sens que c'est les citoyens qui vous reconnaissent, là? Je dirais oui. Je pense que vous mettez le doigt exactement dessus. Moi, je me suis toujours considéré comme un citoyen québécois avant un citoyen canadien. J'ai jamais été quelqu'un de plus fédéraliste ou bien au niveau provincial. J'ai tout le temps été quelqu'un on travaille ensemble puis il faut aider son prochain. Puis le fait de recevoir cet honneur du Québec, parce que j'ai eu, comme vous dites, beaucoup de médailles au niveau national. C'est la première fois que le Québec me reconnaît, que me donne une récompense et me dit, que je peux comprendre, merci. Merci pour ton implication sociale. Merci pour la protection des citoyens. Merci d'aider ton prochain. Parce qu'au travers bien sûr, il y a des choses professionnelles, mais il y a beaucoup de bénévolat que je fais aussi. Fait que je le prends comme un remerciement de la province. J'ai dit qu'on allait passer comme à travers un chapelet avec les personnes qui vous ont accueillis aujourd'hui et qui vous ont remis cette médaille, parce qu'il n'y a pas eu de cérémonie. Là. Il n'y a pas eu... il y a une cérémonie, mais il n'y a pas eu de discours, il n'y a pas eu de moment formel et officiel. Il y avait ces gens-là qui ont fait comme moi, c'est-à-dire qui vous ont salué et qui vous ont remis la médaille. On va y aller dans l'ordre, ça va expliquer un peu l'histoire pour laquelle vous avez la médaille. D'abord, vous avez parlé de Jean-Pierre Charbonneau, qui a été un des grands présidents de l'Assemblée nationale du Québec. Pourquoi Jean-Pierre Charbonneau m'a fait signe à moi il n'y a pas longtemps en disant « Hey Louis, il y a quelqu'un dans ton comté qui mériterait la médaille de l'Assemblée nationale. » Ça remonte à où, à quand, à comment, vous et Jean-Pierre? Mais c'est drôle, c'est vraiment un hasard parce que j'avais jamais eu, aller jusqu'à 2017, le gala pour les policiers du Québec, le prix des galas policiers. C'est les syndicats policiers qui se mettent ensemble pour remercier leurs policiers
Pour l'implication sociale, mais souvent, c'est des gens qui ont commis des actes de bravoure, des choses comme ça. Moi, j'avais été invité pour mon implication sociale. C'était la première fois que j'étais invité au niveau du gala. Puis M. Charbonneau, qui était associé avec le monde syndical, puis ça, était invité. Puis c'est lui qui m'avait remis mon prix, un cristal. Puis j'avais jamais eu de contact. J'ai toujours respecté ce monsieur-là pour toutes les choses qu'il a faites au niveau provincial. Puis là, que je me retrouve sur le même stage avec lui, qu'il me remette mon prix, suite à ça, c'est comme un petit peu sur le fly, il m'a dit, entre parenthèses, il m'a dit « T'as-tu déjà reçu la médaille de l'Assemblée nationale? » J'ai dit « Non, j'ai jamais eu ça. » Je vais m'arranger pour que tu l'aies, parce que tu le mérites. Fait que ça m'a resté, j'ai trouvé ça super sympathique. Puis là, c'est en 2017. Puis là, aujourd'hui, ben, vous me faites cet honneur-là. Je vous en remercie beaucoup. Tout le plaisir a été pour moi. Et lorsque Jean-Pierre m'a fait signe, j'ai tout de suite compris sa démarche. Parce que, et c'est comme ça qu'on a monté la remise de la médaille aujourd'hui, il y avait, avec Jean-Pierre Charbonneau, il y avait, on va y aller dans l'ordre, le commandant des forces de réserve à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui représentait, appelons-le, le secteur militaire de votre vie, qui est énorme. Parce que vous avez été dans ce qu'on appelle la force régulière et la force de réserve aussi. Ça s'étend sur combien d'années, ces services-là? Je vous dirais que c'est la grosse partie de ma vie. Moi, je suis rentré dans la réserve en 1985, à l'âge de 19 ans environ. J'ai fait 3 ans avec le 2e bataillon du Royal 22e Régiment, dont une première mission à Chypre en 87. Suite à ça, je commençais à avoir des petits problèmes de santé. Fait que j'ai fait un énorme deuil. J'avais une grosse décision à prendre. Je reste dans l'armée, je ne sais pas ce qui va arriver au niveau de ma santé. Ou bien non, je sors. J'ai décidé de sortir. J'ai pu devenir policier par la suite. Mais l'appel de l'armée m'a beaucoup manqué, surtout quand Oka est revenu sur la sellette, tout ça. Fait que là, j'ai dit, il faut que je rentre. Fait que j'ai décidé de rentrer dans la réserve avec la même unité, Royal 22e Régiment, mais le 4e bataillon à Laval. Fait que j'ai fait au moins 25 ans et demi avec cette unité-là, jusqu'à ma libération médicale en 2016. Fait que je vous dirais que parallèlement, j'ai fait comme, je suis rendu à quasiment 30 ans de police, plus un 28-29 ans d'armée. Fait que j'ai toujours fait le citoyen soldat qu'on appelle, là. Dans la réserve, on fait exactement la même chose que la régulière, sauf qu'on le fait à temps partiel. Sur le certificat qui venait avec la médaille, ça disait en reconnaissance de vos nombreux et loyaux services et de vos services à la communauté. Le militaire, c'est un des nombreux et loyaux services, mais c'est plus que ça, parce que on s'en parlait pas à la blague, mais en placotant après la cérémonie. Dans mon temps, moi, un militaire qui s'en allait à Chypre, c'était presque du tourisme là, d'aller à Chypre. Non, quand j'étais jeune, là, ouais, mon meilleur ami, son père était militaire, puis ils sont allés à Chypre un an, puis ils en ont parlé pendant 10 ans, mais ça a été comme un voyage. Bon, vous, quand on regarde vos états de service militaire, quand vous êtes allé à Chypre et ailleurs, dont la Bosnie-Herzégovine, c'était pas du tourisme. Là. Être militaire depuis 25-30 ans au Canada, c'est des grosses missions. Là. C'est pas des missions faciles. Non, exact. La Bosnie-Herzégovine, moi, j'étais allé en 95, puis j'étais allé avec le groupement tactique du 3e bataillon du Royal 22e Régiment. On a fait une montée en puissance, un entraînement pendant 5 mois pour pouvoir nous amener à un niveau X pour pouvoir traverser l'autre côté, on dit. Ça reste une mission des Nations Unies. Puis on n'avait pas l'équipement qu'ils ont, par exemple, en Afghanistan, nos soldats ont eu, puis les mêmes règles d'engagement. Ça a été assez compliqué, les cessez-le-feu. 3 forces en présence, en plus, pas 2 forces en présence. 3 forces en présence n'étaient jamais respectées. En 1995, à un moment donné, l'ONU, on s'est retiré de là. C'est l'OTAN qui sont rentrés à notre place, parce qu'il faut rétablir la force, stabiliser la force. Puis moi, il m'est arrivé plein de choses en 1995, la dernière année de guerre. Mais le fait marquant qui fait que j'ai décidé de m'impliquer beaucoup dans le milieu des vétérans puis d'essayer d'aider le plus possible les gens, c'est la perte de mon collègue, mon meilleur ami, mon collègue, qui était mon superviseur aussi. On patrouillait ensemble à tous les jours. Puis à un moment donné, là-bas, il nous est arrivé un événement majeur que lui, il s'en est jamais remis. Puis quelques années au retour de mission, malheureusement, il s'est enlevé la vie. Fait que c'est sûr que ça m'a marqué à jamais. Puis, j'ai remarqué d'ailleurs qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait accroché au poteau pendant la période du jour du souvenir, il y avait entre autres un drapeau à son nom et à son image. C'est pas monté là par hasard. Là. C'est parce que des gars comme vous veulent se souvenir et ne jamais oublier qu'on retrouve ces gens-là dans notre communauté comme ça. Là. Exact. Pour le nommer caporal-chef Gérald Roch-Rouleau, qui était mon partenaire,
Moi, quand la Légion 079 Saint-Jean-sur-Richelieu a fait ce projet-là avec le maire M. Fecteau à l'époque, c'est un très beau projet des oriflammes, d'amener les oriflammes un peu partout dans la ville pour reconnaître des militaires qui ont servi. Fait que j'ai pensé tout de suite d'acheter un oriflamme qui était pour 6 ou 7 années, qui revient à tous les mois d'octobre, fin octobre jusqu'au 11 novembre, pour souligner le jour du souvenir. Puis c'est un honneur pour moi là, de voir cette oriflamme-là pavillon, si on veut, pavillon au vent à toutes les années. J'adore ça, tu sais. J'ai une grande fierté de retrouver l'oriflamme à toutes les années. Puis je pense que ça fait beaucoup plaisir à la famille aussi, là, à sa femme, ses enfants. Là. Ses enfants étaient en bas âge à l'époque. Ça a été un dur coup pour la famille. Là, puis, c'est un clin d'œil que j'y fais en même temps. Je ne sais pas si je l'ai vu en vrai, mais je l'ai vu sur votre fil Facebook et on sent bien le lien et l'importance que ça a pour vous. D'ailleurs, pour lui, ça a été ça. Pour beaucoup, c'est ça. Ça l'a été aussi, dans une autre mesure pour vous. C'est ce que nous, on appelle le choc post-traumatique, le syndrome du choc post-traumatique. On en parle comme si on connaissait ça, mais on ne connaît pas ça personne. Là. Je veux dire, il faut l'avoir vécu pour le comprendre puis le savoir. Exact. Vous, ça fait partie de votre passé. J'imagine que ça va toujours un peu faire partie de votre présent aussi. Oui, c'est quelque chose que, moi, c'est arrivé en 95. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. C'est quelque chose que tu apprends à vivre avec, dépendamment de l'individu que tu es, de l'aide que tu as, de la médication que tu as, du médecin que tu as. Bref, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est pas évident. Personnellement, par le biais de médicaments, de thérapie, je pense que réussir à s'en sortir est un mot qui est dur un peu. Apprendre à vivre avec, comme vous avez dit. Mais le syndrome post-traumatique, ça atteint tellement de gens. Là, les policiers, beaucoup, les paramédics, les pompiers, tout ça. Je suis sur différents sites de vétérans, puis je vois régulièrement des gens qui s'enlèvent la vie par rapport au post-traumatique, même des gens qui ont été accidentés de la route. Mm-hmm. Tu n'as pas besoin nécessairement d'être un policier ou ben non d'être un militaire. Tu as vu quelque chose qui t'a traumatisé dans la vie, là, puis c'est un syndrome qui est dur à vivre avec. Là. C'est vraiment de l'aide. Il faut que tu avises ton entourage, parce que si tu ne dis pas aux gens ce que tu vis, eux autres, ils vont te regarder, ils vont jeter un regard que... Ça va être dur, là. Il faut absolument que tu leur expliques qu'est-ce que tu vis. On pourrait poursuivre dans le militaire, mais la liste est longue encore. Il faut qu'on parle du monde policier, parce qu'il y avait le chef de police de Saint-Jean-sur-Richelieu qui était ici. Qui est un ancien du SPVM. Aussi. Et vous avez déjà fait du service à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais votre carrière de police, c'est pas terminé, ça? Non, c'est pas terminé. Effectivement, comme vous dites, j'ai commencé à Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Bedford, 3 quarts de police municipaux. Avant que le SPVM, j'étais permanent à la police de Saint-Jean. Je disais ça à la blague à M. Fortier tantôt. Savoir des fois ce que je sais aujourd'hui, que j'ai pas nécessairement atteint mes objectifs parce que j'ai eu des problèmes de santé. Je me suis tapé 25 ans de voyagement, 30 ans de voyagement. Je disais à la blague que peut-être que j'aurais dû rester à Saint-Jean-sur-Richelieu au lieu de... C'est comme un autre job à temps plein, voyager. Puis effectivement, j'arrive dans ma 30e année de police. De police tout court, mais au SPVM, je vais avoir 25 ans de service le mois prochain. Puis oui, effectivement, belle carrière. Jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup de postes. Bon, c'était pas assez. Il fallait que vous soyez aussi, et à plusieurs endroits, pompier bénévole, que vous êtes toujours d'ailleurs. Oui, exact. J'ai été pompier presque 5 ans à Sainte-Clotilde de Châteauguay, où un ami de l'armée, j'avais pu rentrer à ce moment-là, puis suivre toute ma formation de 300 quelques heures de pompier. À l'âge que j'avais, c'est vraiment un but que j'ai réussi à atteindre. J'étais très content. J'ai dû quitter Sainte-Clotilde. Maintenant, je suis pompier à Saint-Jacques-le-Mineur. Ça fait quasiment 4 ans. Fait que je suis près de 10 ans là, comme pompier volontaire, qu'on appelle pompier à temps partiel. Puis j'aime beaucoup ça aussi. Et c'est pour ça que le chef de pompier était ici. Oui, exact. De Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait un symbole. C'était pas nécessairement votre chef de pompier, mais pour moi, c'était important de vous entourer des gens qui sont représentatifs et les symboles des grands pans de mur de votre carrière, appelons-le comme ça. Exact. Alors, militaire, policier, pompier. Mais c'est plaisant parce que, excusez-moi, oui, non, c'est bon. C'est plaisant parce que les gens qui m'avaient présenté, même si je ne connaissais pas personnellement nécessairement, on a quand même fait des liens tout de suite. Là. Un ancien du SPVM, on parlait de plein de monde. Le chef des pompiers, M. Dubois, il y a des employés pour lui qui ont été mon patron à Saint-Jacques-le-Mineur. Il y a des pompiers qui sont là aussi, qui travaillent pour Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que les pompiers ont souvent plusieurs jobs.
Monsieur Etu, qui est le colonel du 6e, je connais très bien son père. On fait plein d'associations ensemble, Monsieur Etu. Fait que c'est plein de monde que je rejoignais, là, de toute façon, là, qu'on avait des liens. Hein. Le monde est vraiment petit. Mais il y en avait une que les gens vont remarquer sur la photo, qui, à premier abord, n'a pas d'affaires là, mais quand on voit le petit logo Emma Québec sur son chandail, on se dit « Ah, il doit être important pour Emma Québec, ce gars-là. » Pourquoi vous êtes important pour Emma Québec? Je pense que on me dit un ambassadeur. Peut-être qu'à un moment donné, quand tu atteins un nombre impressionnant, entre parenthèses, avec toute humilité là, de don de sang, on te déclare comme un ambassadeur. Puis je donne du sang régulièrement. Je pense que je suis allé cette semaine encore. Je pense que je suis rendu à 505 environ. Là. J'ai dépassé le cap des 500. Et ça, c'est relativement rare. On va s'entendre. Il n'y en a pas des masses, là. Il n'y en a pas des masses, effectivement. Juste, on compte même pas la quantité de sang. Juste le temps que ça prend pour aller donner du sang 500 fois, là. Juste ça, en partant, pour beaucoup de monde, c'est plus de bénévolat qu'ils ne feront jamais dans leur vie, ça. C'est énorme, parce que souvent, on peut penser à une clinique, sans rien enlever aux cliniques, parce qu'il faut aller chercher du sang et tout ça, mais mettons, un processus normal, un don de sang normal va peut-être durer 1 heure, dans une clinique, mettons, du maire ou du député ou de n'importe qui vont faire des cliniques. Mais des dons spéciaux, comme je vais au 10-30, souvent, l'espèce d'heure de voyagement à cause du trafic, l'heure de voyagement pour revenir, puis le processus de 2 heures au complet, parce que c'est souvent 1 heure et quart environ, d'avoir l'aiguille dans le bras, là, avec le processus administratif. Je dirais que c'est au moins 4 heures à chaque fois. Fait que tu dis 500 là, fois 4, peut-être 2000 heures en partant de bénévolat. Je dirais que c'est plus d'heures de bénévolat que beaucoup de monde vont faire dans toute leur vie. Là, on n'est pas loin de ça. C'est beaucoup de bénévolat. D'ailleurs, c'est pas réglé, mais quand la madame de Emma Québec est partie d'ici, on s'est dit, il y a quelques mois, qu'il faudrait qu'on se parle, parce que elle m'a dit, vous pourriez avoir une clinique du député. J'ai dit, oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la clinique du médaillé, que ça serait sa clinique, puis que moi, je vais comme tout le monde, puis je ferai faire... On va parler de ça. Ça va me faire plaisir. Pourquoi, donc, après tout ce dont on vient de parler, pourquoi la liste est encore longue? On ne sera même pas capable de passer au travers le reste de la liste de bénévolat, là. Mais qu'est-ce que vous avez besoin d'aller faire plus de bénévolat que tout ça, déjà, là? Certains diraient que c'est altruiste, mais moi, je dirais que c'est un petit peu égoïste. Dans le sens qu'on dirait que j'ai vraiment un besoin d'aider les gens. Moi, ça me fait du bien. C'est sûr que ça fait du bien. Ça fait du bien à moi. C'est sûr que ça fait du bien aux gens, mais on dirait qu'en premier, ça me fait du bien à moi. Peut-être que je tiens ça de mon père, ma mère, qui ont été des grands bénévoles dans leur vie, qui ont tout le temps été impliqués dans toutes les causes. Autant que j'ai commencé dans les louveteaux, dans les scouts, les cadets. Mes parents ont toujours fait partie des comités, ces choses-là. Je pense qu'ils m'ont inculqué de bonnes valeurs, d'aider les gens, d'aider son prochain. Puis moi, j'ai grandi avec ça. Puis ça a toujours été, l'espèce de BA qu'on parlait quand on était dans les louveteaux à l'âge de 9 ans. Mais c'est ça, la BA à 9 ans est aussi importante que rendue à 50, 52 ans, puis continuer à donner du sang ou à faire de l'ambulance Saint-Jean, ou tout le bénévolat que je peux faire. C'est quelque chose qui a toujours resté. Puis je trouve ça important d'aider son prochain. Là. On va essayer d'aider des gens qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment, en leur expliquant le bien que ça fait, d'une part. Puis d'autre part, que peut-être que si on, sans devenir faire de la psychologie de fond de poubelle, là, mais si on regarde le fond judéo-chrétien qui est celui de notre société, là, on se dit des fois qu'il faut que ça fasse mal pour se faire du bien. Là. Genre, le monde pense que pour être bénévole, il faut qu'on fasse quelque chose qu'on n'aime pas. C'est comme s'il fallait que ça nous fasse mal pour qu'on puisse être méritoire. Tu sais. Alors que c'est pas ça du tout. On peut... Les gens qui font... on vient de passer à travers les fêtes, là, les gens qui font les rouges, là, ils ont un fun noir. Puis ils sont bénévoles. Là. Exact. T'es pas obligé d'être misérable pour être bénévole. Non. Tu peux faire ce que t'aimes, tu peux faire ce que tu voudrais faire dans la vie, mais que tu peux pas faire ou que t'as pas eu l'occasion de faire. Exact. Quand vous dites se faire du bien, c'est ça aussi. C'est de se réaliser, être bénévole. Puis on appelle ça, ce que vous dites souvent, c'est du bénévole intéressé. Oui. Fait que c'est sûr que si c'est quelque chose qui t'intéresse pas, mais ça va intéresser quelqu'un d'autre. Fait que tu vas toujours trouver une sphère d'activité dans la vie qui va t'intéresser. Fait que oui, tu peux faire du bénévole dans n'importe quoi. Nez Rouge, c'est un super bon exemple. Ils ont du plaisir incroyable. Ils ont un sentiment de sauver des vies aussi. Là. C'est ce qui n'est pas rien. Là. Puis en plus, dans le bénévolat, tu développes un réseautage incroyable. Plus que tu fais du bénévolat, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis tu sais qu'à un moment donné, ça t'amène un réseau incroyable qui t'amène à faire d'autres bénévolats d'une autre forme, dans d'autres choses. Fait que oui, tu commences avec du bénévolat intéressé,
Moi, je ne comprendrais pas les. Ben, il y a des gens sûrement qui font du bénévolat, que ça ne leur tente pas tant que ça, mais qui vont y aller quand même, ce qui est très louable. Je lève mon chapeau. Très méritoire, ça, c'est Très sûr. méritoire, c'est sûr, que si déjà que c'est pas nécessairement quelque chose qui t'attire. Mais oui, le bénévolat dans notre société, le bénévolat est vraiment important. On sait que des fois, au niveau financier, c'est de plus en plus dur dans toutes les organisations. S'il n'y avait pas de bénévolat, on serait une société probablement qui fonctionnerait moins bien qu'elle fonctionne en ce moment. C'est super important d'en faire, en tout cas en ce qui me concerne. Puis il y a moyen de trouver quelque chose de chaussure à son pied, c'est sûr. Vous étiez ma première médaille. Ben, j'en suis super fier. Vraiment, là, je trouve ça, comme je vous dis, de recevoir ça de vous, le député provincial, nouvellement élu, je suis tellement content. Puis la première en plus que vous remettez, puis moi je suis le premier à le recevoir, puis mon premier honneur provincial, je jubile. Je suis vraiment content, je suis fier. Merci, M. Perry. Ben, merci beaucoup. Merci à vous, M. Lemieux.